Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse d'être là parmi vous. Donc, je suis candidate à ces élections départementales en présence de mon binôme, donc Alexandre Garcia, qui va pouvoir se présenter tout à l'heure. J'ai 51 ans, maman de 3 enfants et agent social à la ville de Paris dans un restaurant solidaire. Je suis communiste depuis l'âge de 19 ans et tiens mon engagement encore jusqu'à aujourd'hui. J'ai tenu la fonction de conseillère municipale à Château-les-Vignes lors d'un mandat. J'ai été aussi présidente du conseil local FCPE sur la même ville, Château-les-Vignes, pendant de nombreuses années. C'est un travail de terrain, pas simplement avec les parents d'élèves, mais aussi avec les directions d'établissement et le service scolaire et la ville de Chanteloup. J'ai aussi postulé en tant que candidate pour les législatives et les cantonales en 2011 et les législatives pour 2017. Voilà, j'ai fini pour mon pédigré, donc je pose la parole. La suppléante aussi. Ah oui, et je présente aussi ma suppléante qui n'a pas pu venir pour des raisons professionnelles, qui est Pascal Desnoyers, avec qui j'ai partagé aussi l'expérience de conseillère municipale à Château-les-Vignes. Voilà. Bonjour, je m'appelle Alexandre Garcia, j'ai 31 ans, engagé à gauche depuis toujours, engagé au Parti Socialiste depuis plus de 11 ans et habitant de Conflans depuis plusieurs années. Je suis candidat à cette élection départementale avec notre quatuor Écologie Sociale Solidarité. Mon suppléant est Victor Paillac du mouvement Révolution écologique pour le vivant, qui est étudiant en philosophie et qui a 19 ans, et qui est également de Conflans et qui s'engage dans cette élection, dans notre rassemblement. Moi, de mon côté, dans ma vie personnelle, je travaille pour une agence publique de régulation de l'économie française. Et dans ce métier, comme dans mon engagement professionnel, j'ai la même idée, c'est l'intérêt général et la lutte contre les inégalités, le maintien des services publics, l'égalité. C'est important pour moi et c'est ce que je veux porter dans cette élection avec Mouni. Donc, voilà pour la petite présentation rapide. Je voulais parler un petit peu du département, en fait. Pourquoi il y a des élections départementales? On va en parler avec Mouni. Mais la première chose que je voulais dire, c'est l'histoire du département. Le département a été créé à la Révolution française. Il a été créé pour assurer une emprise de l'État, du nouvel État créé à la Révolution française, partout en France. On a créé des circonscriptions, en fait des départements qui n'existaient pas avant, et dont l'objectif était de pouvoir avoir l'action d'un préfet au niveau local, qui pouvait maintenir l'emprise de l'État. Et on avait défini la superficie de ces départements en disant il faut qu'on soit capable, depuis n'importe quel point du département, de faire un aller-retour à cheval dans la journée. Aujourd'hui, le président du conseil départemental, Pierre Bédier, souhaite qu'on puisse faire un aller-retour en voiture ou en poids lourd en 5 minutes dans les Yvelines. Les temps ont changé, ou peut-être qu'ils n'ont pas assez changé. Peut-être que la pratique politique moderne par ce conseil départemental n'a pas assez changé. Mais voilà où nous en sommes. Le département, c'est extrêmement important. Mouni va nous expliquer les compétences. Mais alors que nous nous engageons dans cette élection sur une liste résolument écologiste, résolument solidaire, résolument sociale, résolument de gauche, je voulais aussi penser au gouvernement des gauches qui ont fait la décentralisation. Et si nous sommes aujourd'hui en capacité de voter pour un département qui a autant de compétences sur la vie quotidienne des gens, c'est grâce à la décentralisation, c'est grâce à l'héritage de la gauche. Il faut se rappeler de cela. Je vais maintenant passer la parole à Mouni pour qu'elle décrive les compétences du département. Alors les compétences du département sont nombreuses, c'est les établissements scolaires, les transports, mais un département, ça doit être le chef d'orchestre de la solidarité. Nous sommes d'accord? Solidarité pour l'handicap, pour le social et aussi pour l'environnement. Nous porterons, nous espérons, nous porterons dans nos engagements cette foi, ce désir de porter donc cette solidarité au sein de notre département. Il y a la solidarité en effet sociale, l'aide sociale, et il y a la solidarité territoriale. Le rôle du département, c'est de faire en sorte que
tous les territoires à l'intérieur du département soient bien dotés, soient aussi protégés, que leur environnement soit protégé. Et ça, c'est une compétence essentielle du département. Enfin, les départements sont en charge des collèges, ce qui est un moment absolument déterminant dans l'éducation des enfants. Et les départements ont d'autres compétences en matière de culture, de soutien aux associations, d'emploi. On va parler de toutes ces choses-là quand on va dérouler notre programme ensemble. Avant, je voulais continuer à mettre un petit peu de contexte et à présenter d'où l'on vient, en fait, dans la situation actuelle de ce département. Nous avons actuellement un conseil départemental qui est composé de 21 cantons avec 2 représentants, binôme femmes-hommes. Actuellement, tous ces représentants, donc 42, sont tous du même bord politique. Ils font tous partie de la droite de Pierre Bédier. Ici, les 2 représentants de ce canton, qui sont Catherine Arnoux, maire de Chanteloup, et Laurent Brosse, maire de Conflans, sont de la majorité, font partie, si j'ose dire, du système Bédier. Et ils portent les projets, fussent-ils de mauvais projets, mais ils les portent au niveau local ici. Donc il est absolument important de savoir que nous sommes dans une situation où c'est le même bord politique qui contrôle à peu près tous les échelons des collectivités territoriales. Bien entendu, l'État, parce qu'on ne peut pas considérer que le gouvernement actuel soit un gouvernement de gauche, c'est un gouvernement de droite, c'est la nouvelle droite, c'est la droite jeune, c'est la droite peut-être un peu mondialiste, mais c'est une droite, et une droite plutôt dure. Nous avons au niveau régional la droite de Valérie Pécresse, nous avons au niveau du département la droite de Pierre Bédier, nous avons au niveau de l'intercommunalité Grand Paris Seine-et-Oise la droite à nouveau de Raphaël Cognier, bras droit de Pierre Bédier, et ici nous avons 3 villes sur 4 qui sont dirigées par la droite. Résultat, quand il y a quelque chose qui ne convient pas sur notre territoire, ils ne peuvent pas se cacher derrière leurs petits doigts. Ils ne peuvent pas dire « c'est pas moi, c'est au-dessus », etc. Vous êtes de la même famille politique, vous êtes du même camp politique, vous êtes de la droite. Quand des routes ne sont pas sécurisées, c'est la faute de la droite. Quand un service public manque, ou un service social manque, c'est la faute de la droite. C'est la faute à une certaine idéologie extrêmement comptable, extrêmement austéritaire, qui ne considère pas que les biens communs c'est important, alors que c'est fondamental pour faire société. Et c'est ce que nous avons comme bilan ici. Alors bien entendu, la droite se présente aux élections, elle se présente sous le vocable de département qui protège. Est-ce qu'on peut vraiment considérer que les représentants de Ensemble pour les Yvelines, le nom de cette majorité, et aussi leurs représentants locaux, Laurent Brosse et Catherine Arnoux, font partie du département qui protège? Est-ce que c'est un département qui protège? Un département qui supprime 2 centres de protection maternelle et infantile sur 3? Est-ce que c'est un département qui protège, qui supprime des places dans les maisons d'enfance à caractère social, au moins 20%, au point où on arrive à des situations où on ne peut plus traiter des demandes très importantes? Est-ce que c'est un département qui protège, qui décide de construire de nouvelles voies départementales à tout va, dans des forêts protégées, sur des îles protégées, avec des impacts sur les habitants de ce canton? On en reviendra après dessus. Par exemple, le pont d'Achères. Est-ce que c'est un département qui protège, dans lequel, en fait, on est extrêmement mal classé au niveau national pour ce qui est des places pour les personnes dépendantes en EHPAD et en maison de retraite, et des places extrêmement chères? Est-ce que c'est un département qui protège où on n'a pas suffisamment de place? Là aussi, on est classé dans les 78e, 80e, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE au niveau national, pour les personnes handicapées? Évidemment que non. Donc, il faut remettre les pendules à l'heure. Nous sommes dans une situation où la prédominance d'un même bord politique, la droite, au sein de ce département, a conduit à une situation qui n'est pas en phase avec les intérêts des habitants. Et nous, si nous sommes là, c'est pour pouvoir remettre ces services publics, remettre cette défense de l'environnement, qui est porter une alternance. Alors évidemment, ce ne sera pas facile, si jamais, parce que ce sera une élection qui est compliquée, bien entendu, la droite est favorite dans beaucoup de cantons.
Mais nous pouvons faire beaucoup de choses par notre activisme, et c'est ce que nous allons vous montrer dans nos programmes que nous avons faits. Voilà, j'ai été un peu long là-dessus, mais il faut remettre un peu les pendules à l'heure sur le bilan des sortants et le fait que les sortants, aussi sur ce canton, Laurent Brosse, Catherine Arnoux, sont complètement solidaires de tout ce qui se passe et en sont responsables. Donc il faut en tirer les conséquences. Je passe la parole à vous. Il faut savoir qu'on n'est jamais trop long quand il s'agit de crier les inégalités, mon cher camarade. Avec plaisir. Donc, moi j'aurais plutôt envie de parler de nos seniors, nos personnes âgées, nos retraités. Nous savons ici, dans les Yvelines, 110 000 personnes qui sont âgées de plus de 75 ans. L'INSEE d'ailleurs prévoit ce doublement de chiffres d'ici 2050, ce qui va faire de notre département, donc des Yvelines, un département où la population sera la plus âgée de l'Île-de-France. Le coût médian des EHPAD aujourd'hui est de 2150 dans le public et 3200 € dans le privé. Il peut même être très élevé quand il s'agit d'une personne souffrant d'un handicap. Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que qui a les moyens d'ailleurs de se payer cet hébergement, qu'il soit à 2150 ou 3200 €, sachant que la moyenne nationale est à 2000 €, donc ici dans les Yvelines, c'est 1000 € de plus. S'ajoute à ça un manque criant de place, de moyens, de personnel, d'ailleurs de personnel qui revendique de meilleures conditions de travail. Et nous, alors comment faire pour répondre à ces manquements, à ces déficiences? C'est agir. Et nous souhaitons agir parce que c'est le minimum, à de nouvelles alternatives, à maintenir les soins à domicile, les maisons d'accueil et des EHPAD à taille humaine, pour que nos seniors, nos personnes âgées, nos retraités se sentent bien, se sentent mieux et qu'ils puissent avoir réponse à leurs attentes et aussi avoir du personnel qualifié et bien payé. Nous agirons aussi pour que le coût d'hébergement soit représentatif excusez-moi. Pardon. Pas modéré. Non, je voulais faire autre chose. Bon, je rebobine. Bon, il faut le prendre avec sourire parce que sinon. Voilà. Alors, oui, je voulais dire que nous nous engageons, parce que c'est le minimum, que le coût d'hébergement soit représentatif des pensions des retraités quand même. Et je prendrai aussi, j'irai aussi, excusez-moi. Je vais poursuivre donc avec l'handicap, et nous savons que l'handicap, c'est pas l'affaire d'un rhume ou d'une angine. Malheureusement, l'handicap, c'est quelque chose que nous subissons ou à la naissance, ou malheureusement dans notre vie par un accident ou une maladie grave. Donc, nous savons aussi que la meilleure garantie, la meilleure façon de dépasser cet handicap, c'est une meilleure prise en charge, et une prise en charge surtout rapide. Et nous engageons donc à augmenter les effectifs de la maison départementale des personnes handicapées et permettre aussi un bus itinérant qui va pouvoir aller vers ces personnes-là handicapées qui n'ont pas la possibilité de se déplacer pour pouvoir leur fournir et leur permettre de répondre à ces démarches comme tout autre le plus rapidement possible. Permettre aussi un bus gratuit et public qui leur permettrait aussi de pouvoir se déplacer vers les services et les commerces de proximité. Nous nous engageons aussi, parce que c'est le minimum aussi, à augmenter les dotations afin de mettre à disposition des auxiliaires de vie pour pouvoir accompagner et encadrer. Et aussi nous nous engageons à construire de nouveaux centres spécialisés
Et nous engageons aussi à permettre aussi excusez-moi, j'ai un trou. Nous nous engageons aussi à permettre de... continuer. Je peux enchaîner sur d'autres catégories, Voilà. par exemple sur Je suis un peu l'aide tétanisée. sociale à l'enfance, Voilà. la petite enfance. Excusez-moi, je suis tétanisée, donc... Pas de souci. On peut applaudir Woody déjà. Bref. C'est un professionnel de la politique. Exactement. On va dire ça comme ça. On arrange le coup. Voilà, ça vient du micro. On peut rebondir donc sur la petite enfance, créer des crèches départementales avec des horaires adaptés aux parents, sachant que les parents n'ont pas tous des horaires faciles, 9h, 17h, qu'on peut être chauffeur de bus, infirmière, caissière, femme de ménage, qu'il faut effectivement s'adapter à tous ces horaires et ces contraintes professionnelles. Nous souhaitons aussi, et nous nous engageons aussi à créer de nouveaux postes d'éducateurs spécialisés et nous souhaitons surtout revenir aux effectifs du canton avant 2015. Parce que nous pensons que l'éducation, que les éducateurs de rue, les éducateurs tout simplement, sont là aussi pour aider et pour prévenir. Pour prévenir, que ce soit pour prévenir de la civilité jusqu'au drame. Il est important, voilà, c'est quelque chose qui est important de prévenir et les éducateurs seront notre force, on va dire. Voilà. Voilà pour ma part. Donc, je... Merci Monique. Ça veut dire, oui. Tu nous as bien joué le coup d'émotion. Voici donc les 4 grands pôles de solidarité sociale de la part du département. Hein. On a la petite enfance, l'aide sociale à l'enfance, on a également l'aide aux personnes en situation de handicap et enfin l'aide aux personnes en situation de dépendance. Là, en fait, Mouni vous a bien présenté, on a le même constat partout. C'est que parfois la solution, elle est aussi simple que ça, mais il faut la dire, parce que dans la doxa moderne, c'est pas toujours facile de le dire, mais nous on le dit et on l'assume, il faut plus de moyens, il faut plus d'effectifs. Il n'est pas acceptable que ce département dépense aussi peu pour l'aide sociale, alors qu'il a un enjeu de dépendance, il a un enjeu de capacité d'accès aux services publics, à toute la vie quotidienne pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer. Il n'est pas acceptable que le 3e département le plus riche de France soit dans les 78e ou 80e quand on parle de l'aide aux personnes handicapées ou aux personnes en situation de dépendance. Voilà. Et sur le reste, Mouni a très bien décrit aussi qu'il fallait venir en aide à l'enfance, à la petite enfance. Et sur la prévention spécialisée, c'est quelque chose sur lequel on veut vraiment insister parce qu'il y a quelque chose de très grave qui s'est passé en 2015. Ça a été démantelé. Ça a été démantelé dans une ville sur 2, ça a disparu. Et sur le canton, les éducateurs ont pratiquement disparu. Et les équipes ont été un peu reconstruites à Chanteloup et à Conflans tout juste et payées par la ville. Je trouve que c'est pas normal. C'est le département qui est en charge de l'aide sociale à l'enfance, c'est le département qui doit recruter des éducateurs spécialisés et les faire travailler dans notre canton pour avoir une harmonie sociale dans nos quartiers et partout sur le territoire. Je voulais revenir sur la santé, parce que je parlais tout à l'heure des PMI. Il faut parler aussi d'un point qui malheureusement existe aussi dans d'autres territoires de France, mais qui est particulièrement prégnant ici, c'est la désertification médicale. Et même, je n'utiliserai pas ce euphémisme, je le dirais, le désert médical. Il y a problème de déserts médicaux dans 3 communes sur 4 de ce canton. 3 communes sur 4. Il n'y a que Andrézy qui n'est pas considéré par l'Agence régionale de santé comme un désert médical. Pour toutes les autres, trouver un généraliste, c'est la galère. Même trouver certains spécialistes, c'est également la galère. Ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas trouver des médecins et il faut mettre tout en œuvre pour les attirer. Mais la première chose à faire, c'est de prendre sa part en tant que département et construire des centres de santé départementaux
avec la possibilité, quand il y a une zone vraiment en tension, de recruter les médecins, parce que c'est ça ce qu'est un centre de santé, et non pas simplement une maison de santé dans laquelle on espère que des médecins vont peut-être se mettre. C'est des centres de santé, c'est une intervention publique qui est absolument nécessaire, et c'est ce que nous priorisons dans notre programme. Nous voulons aussi trouver d'autres solutions pour attirer des médecins sur le canton, des aides à l'installation, peut-être matérielles, financières, peut-être des accords avec des étudiants en médecine en leur donnant des bourses contre un engagement de pratiquer dans le canton. Ça peut être aussi une solution. On est en devoir de les essayer toutes, parce que c'est le département qui a la main là-dessus et il doit prendre ses responsabilités. Quand j'entends que la solution ce serait de développer la télémédecine, j'ai envie de dire, c'est un peu honteux de dire ça. C'est un outil, mais ça ne peut absolument pas être un substitut à une offre de médecins de proximité sur ce canton, et nous allons nous battre là-dessus. Sur la santé, j'ai parlé des PMI. Nous avons toujours les PMI sur le canton. Il y a un énorme problème dans le reste du département. Nous nous engageons à reconstruire des PMI dans le reste du département parce que c'est un enjeu fondamental, d'autant plus dans la période de pandémie actuelle où des jeunes parents, parfois des jeunes parents seuls, se sont retrouvés seuls avec leur enfant, sans forcément avoir une indication claire de ce qu'il fallait faire, de comment le soigner, comment le prendre en charge. Les PMI, elles ont un rôle essentiel là-dedans. Il va falloir rouvrir des points de PMI parce que ce qui a été fait dans supprimer 2 sur 3, ce n'est pas acceptable. Enfin, de manière générale, cette pandémie, elle a fait beaucoup de mal à tout le monde, elle nous a toutes et tous isolés, et elle a sans doute amené des cas de maladies sous-diagnostiquées. Il y a plein d'examens, de contrôles qui n'ont pas été faits par les gens. Il y a plein de gens, ça fait 4 ans qu'ils ne sont pas allés chez le dentiste, ça fait 6 ans qu'ils n'ont pas fait une coloscopie, et pourtant, il y a des maladies peut-être qui sont en train de se préparer, et il faut avoir un plan régional pour trouver ces maladies à risque qui ont été sous-diagnostiquées et avoir un plan ambitieux pour les suivre. Et le département doit prendre sa part de pilotage là-dedans. Sur la santé, c'est une grande partie de notre programme que je viens de détailler, et c'est des parties absolument essentielles. Et ça me permet d'enchaîner sur le cadre de vie. Parce que quand on parle de la santé, on parle aussi, pour vivre en bonne santé, il faut vivre dans un environnement qui ne menace pas la santé. Et actuellement, il y a des projets qui sont menaçants en termes d'aménagement de territoire pour la santé des habitants et d'ailleurs pour le bien-être de l'ensemble des formes de vie dans notre canton, la faune, la flore. Actuellement, il y a le projet de pont d'Achères contre lequel nous nous opposons totalement. C'est une absurdité ce projet. Ce projet ferait passer un pont avec des poids lourds sur l'île de la Dérivation qui se trouve dans le canton voisin de Carrières et de Poissy et qui amènerait un trafic énorme aux alentours d'Andrézy et de Chanteloup avec bien entendu toutes les pollutions aux particules fines qu'on peut imaginer, etc. Le tout pour un intérêt économique qui n'est pas prouvé, des études d'impact qui ne sont pas avérées. Nous trouvons que c'est un énorme problème environnemental, et nous, ce que nous proposons, c'est ce concept que nous avons repris dans notre programme, celui de la révolution écologique. On part de la base, on part de qu'est-ce qui fait que les habitants, toutes les formes de vie peuvent vivre correctement sur ce canton, et à partir de ça, on construit une économie qui est conforme à cela. Il ne faut plus se faire imposer une logique économique de l'extérieur qui nous dit c'est important, il faut qu'il y ait un axe là parce que c'est le développement économique. Voilà. Ah non. Le développement économique, il est impacté négativement par des gens qui sont malades. Le développement économique, il est impacté négativement par une richesse naturelle qui disparaît. Nous, ce que nous voulons, c'est une transition écologique et énergétique. Je vais revenir un petit peu là-dessus après. Mais je voulais terminer sur le cadre de vie. Le cadre de vie, nous avons des espaces naturels qu'il faut défendre. Le département a une compétence particulière, c'est d'identifier un espace naturel sensible. Et quand il identifie cet espace naturel, il peut dire « je le préempte, je prends la propriété de cet espace pour le protéger ». C'est ce que nous souhaitons faire ici, notamment pour l'île du Devant, à Conflans, qui est menacée par une exploitation touristique de la part de la municipalité.
Ça ne leur a pas suffi de voir qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec ce qu'avait fait la majorité précédente de droite à Andrézy sur l'île Nancy. Ils veulent refaire la même chose ici. On trouve que c'est pas normal et c'est pas acceptable parce que on est déjà dans un territoire qui est très minéralisé. On subit des crues tous les 2 ans. On subit des canicules tous les étés. Il est absolument essentiel qu'on ait des poumons verts, qu'on ait un environnement naturel qui nous permette d'absorber le changement climatique qui va être énorme et qui va nous impacter. Et d'ailleurs, nous devons participer à la transition écologique et énergétique pour lutter contre le changement climatique ici. Sur le cadre de vie, je voulais aussi penser au terme de vie de manière générale. Nous avons un mouvement dans notre rassemblement qui s'appelle Révolution écologique pour le vivant, qui a une vision d'écologie globale qui concerne toutes les formes de vie. Et il y a une idée que nous trouvons belle et que nous trouvons tout à fait fondée, c'est celle de Maison des animaux, qui est proposée par ce mouvement. L'idée, ce serait d'avoir une maison dans laquelle on pourrait faire de la prévention, potentiellement des offres de soins pour des personnes en difficulté pour leurs animaux. On pourrait avoir un lieu dans lequel toutes les associations, tous les acteurs de la protection des droits des animaux pourraient se retrouver et être à la disposition du public. Nous avons repris cette idée parce que nous trouvons qu'elle est tout à fait adaptable à notre canton qui est très naturel et qui a une richesse naturelle. Et quand on parle de cadre de vie, voilà, on parle de cadre de vie pour l'ensemble du vivant. Et nous avons également repris cette proposition. Je voulais continuer sur la transition écologique et énergétique, le changement climatique qui nous menace, qui est déjà une réalité, comme je le disais. Il est absolument essentiel que les Yvelines, qui est un département riche, qui est un département qui a une situation budgétaire correcte, qui est un département qui a des ressources, qui est un département qui a des terres forestières, agricoles à protéger, ce doit être un département exemplaire. Nous devons être moteurs dans la transition écologique et énergétique. Nous devons mettre à jour un plan climat-air-énergie territorial qui mettra des objectifs de réduction des gaz à effet de serre, de sobriété énergétique de manière générale, parce que l'idée c'est pas seulement de passer à l'énergie verte, c'est d'éviter de consommer de l'énergie quand on peut, parce que ça c'est fondamental, et de manière générale de protection de la biodiversité qui doit être plus exigeant que la loi climat. À gauche, nous sommes tous d'accord, la loi climat ne va pas assez vite. La loi climat ne permet pas de relever le défi de la transition écologique et énergétique. Nous, au niveau du département, nous devons aller plus vite là-dessus. Mais en faisant pas n'importe quelle transition écologique et énergétique. Une transition écologique et énergétique qui inclut tout le monde, qui permet d'avoir les catégories les plus défavorisées à bord, même exemplaires dans cette transition, par la rénovation des logements, toutes ces choses-là dont nous allons parler un peu plus tard. Dans la transition écologique et énergétique, ce que nous voulons, c'est repenser aussi les mobilités. Il faut des alternatives à l'usage individuel de la voiture thermique. Et ça veut dire qu'il faut qu'on mette le paquet sur les transports, il faut qu'on refuse les projets routiers dont je parle, il faut qu'on aménage le routier existant, parce que nous avons un beau routier existant, et il faut le maintenir en état, et il faut mettre des voies, des pistes cyclables, et pas seulement des pistes cyclables là où c'est joli, au bord de Seine, parce que ça fait touristique. Non, des pistes cyclables qui permettent une vraie continuité et qui permettent à des gens dans la vie de tous les jours de se rendre de chez eux jusqu'à leur travail, afin de réellement remplacer l'usage de la voiture. Par exemple, à Paul Brard, ici à Conflans, les habitants réclament une piste cyclable. Ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas parce qu'il y a une rénovation urbaine très importante qui est en train de se faire, avec des problèmes de densité potentielle, mais aussi des problèmes de circulation, et de faire des espaces qui permettent aussi de la sécurité de la population. Et les membres du collectif demandent à ce qu'il y ait des pistes cyclables. Et on leur répond, non, de toute façon, on ne pourra pas faire une continuité. Si je fais une piste cyclable chez vous à Paul Brard, après on ne pourra pas connecter au reste du plateau du Moulin, donc ça ne servira à rien. Mais non, c'est pas ça la réponse. La réponse, c'est qu'il faut connecter aussi le plateau du Moulin. Il faut qu'on ait largement la possibilité sur tout le canton d'avoir un maillage qui permet réellement de se déplacer avec les mobilités douces. Aussi, il est important quand on parle de la voiture thermique, il faut promouvoir des transports propres, électriques, potentiellement hydrogène si c'est faisable.
Ces transports-là, on doit les promouvoir, mais à ce moment-là, il faut que ce soit accessible, encore une fois, à tout le monde. Quand on veut déployer l'usage de la voiture électrique, il nous faut un réseau de bornes électriques gratuites pour les habitants. Sinon, c'est un vœu pieux, et on n'arrivera jamais à embarquer tout le monde dans la transition écologique énergétique, et surtout les personnes défavorisées. Enfin, la transition écologique énergétique, c'est la rénovation thermique des logements. Il y a tellement de points dans la transition écologique énergétique, mais celui-là, c'est un des points les plus importants. Parce qu'il y a tellement de passeurs thermiques, et il y a tellement de personnes qui sont en situation de précarité énergétique, qu'il faut que le département prenne toute sa part là-dedans, et mette au pot, avec toutes les autres collectivités locales, pour qu'on en finisse le plus rapidement possible avec les passoires thermiques. Ça, c'est fondamental, et c'est quelque chose qu'il faut mettre au premier plan. Enfin, le département a un rôle moteur dans les énergies renouvelables. C'est une compétence qui n'est pas très connue, mais il est en capacité de monter au capital, d'acheter du capital, des parts sociales, des actions de sociétés locales qui produisent des énergies renouvelables. Le département peut être une sorte de petit état stratège, et il est important qu'on s'empare de ça aussi, et qu'on promeuve le développement des énergies renouvelables au niveau local, que ce soit du biogaz, du bois, des réseaux de chaleur, voilà. Tout ça, de l'hydraulique potentiellement, tout ça c'est extrêmement important pour avoir une transition écologique énergétique qui nous permette réellement de réaliser ces objectifs-là. Donc voilà, j'ai été un petit peu long sur la partie écologique, mais si on peut retenir une chose, c'est que l'écologie est sociale ou elle ne l'est pas. Si l'écologie n'inclut pas tout le monde, n'inclut pas les personnes les plus défavorisées pour qu'elles soient en capacité d'être exemplaires dans leur mode de vie écologique, tout comme le reste de la population, alors c'est une transition écologique qui ne fonctionnera pas. Et c'est ce que nous voulons porter, et c'est pour ça que nous nous appelons écologie, sociale, solidarité. Et c'est très important d'avoir toujours ces dimensions-là à l'esprit. On parlera encore d'écologie après parce qu'elle irrigue un peu tout notre programme. Je passe la parole à Mouni qui va parler de la partie emploi et notamment culture aussi. Oui, si possible, j'aimerais aussi, avant l'emploi, parler. Je pensais au logement. Le logement qui est une inquiétude pour tous et toutes, et nous nous engageons, d'ailleurs nous engagerons à proposer des loyers modérés avec une attention particulière aux jeunes et aux familles monoparentales. Ce qui veut dire que avoir un logement proche de son travail, c'est un gain de temps de transport, un gain de temps de transport, c'est aussi moins de fatigue et forcément écologique. Tu me l'as enlevé de la bouche. Je voulais faire mon effet, mais voilà. Effectivement, c'est écologique, c'est moins de fatigue et moins de transport, et c'est quand même plus agréable de vivre tout proche de son travail. Le logement, nous souhaitons aussi construire de nouveaux logements sociaux et aussi mettre en place une rénovation de l'habitat éco-responsable. Et nous souhaitons aussi, et là je quitte le logement pour parler plus des jeunes, leur permettre un minimum, une aide financière minimum pour pouvoir se lancer dans la vie active. Et nous savons qu'il est difficile pour nos jeunes aujourd'hui de gagner cette indépendance-là. Et là, je pourrais effectivement revenir sur l'emploi et dire que déjà préserver nos emplois de proximité, nos commerces de proximité, et garder aussi et préserver les richesses locales, que ce soit dans la production de biens de consommation ou agricoles, qui répondent aux besoins de la population et qui est aussi productrice de nouveaux emplois. Voilà, donc pour ce cadre de l'emploi et du logement. Pour la culture, je pourrais dire subventionner un peu plus la culture en général, évidemment, et beaucoup même d'ailleurs. La culture, que ce soit pour les cinémas d'art et d'essai, pour une nouvelle médiathèque à Chanteloup-les-Vignes, ou une rénovation de salles de fête ou salles de théâtre aussi à Chanteloup-les-Vignes. La culture, c'est par là qu'on découvre, c'est par là qu'on entend, c'est par là qu'on
qu'on s'ouvre au monde exactement, qu'on apprend. Et la culture, c'est aussi construire, c'est aussi inventer, c'est s'ouvrir. C'est s'ouvrir au monde et c'est le minimum qu'on puisse proposer à nos habitants, plus jeunes ou plus vieux. Voilà. Sur les sports aussi. Et sur les sports aussi, voilà, avec un passeport un peu plus élevé qui permettrait de favoriser l'activité des sports en général. Tout à fait, juste pour compléter sur les sports, c'est bien de se déclarer ville des Jeux Olympiques, etc. L'important aussi, le département, encore une fois, c'est le chef de la solidarité, il doit vérifier que tout le monde ait un accès décent aux équipements sportifs sur le département. Donc nous proposons que le département, ça paraît un peu technique comme ça, mais c'est très important, fasse un schéma départemental de cohérence des équipements sportifs. Pour savoir si vraiment partout, on est en capacité, quand on est un jeune, de pouvoir faire du foot, faire du basket, faire du tennis. C'est important cette diversité et c'est important que tout le monde puisse avoir accès au sport parce que si tout le monde a accès au sport, tout le monde a accès à une vie saine et tout le monde a accès aussi à des cadres qui permettent une socialisation et de se lancer dans la vie. Donc ça c'est très important, le sport également. Ce qu'on voulait dire aussi sur le social, tu as très bien parlé du logement, on peut proposer une garantie départementale, ça existe dans d'autres départements. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à un bailleur ou à un propriétaire de modérer son loyer, pas forcément dans une situation d'HLM d'ailleurs, ça peut être par non-HLM, et comme ça, ça permet de mettre le loyer à disposition, enfin, de le rendre atteignable pour des personnes qui n'ont pas beaucoup les moyens, et en échange de cela, on dit, eh bien, je vous garantis si cette personne ne peut pas vous payer. Et ça se fait dans d'autres départements, y compris des départements qui ne sont pas forcément de couleur de gauche. Donc, encore une fois, il faut utiliser des solutions qui marchent bien dans les autres départements et nous devons être moteurs là-dedans. Nous avons la richesse, nous avons le budget. On ne peut plus être à l'âge de pierre du social. On ne peut plus être à l'âge de pierre de l'environnemental. Je dirais, on ne peut plus être à l'âge de Pierre Bédier, tout simplement. Mais enfin, nous voulons aussi le revenu de base, comme l'a dit Mouni, parce que c'est très important pour les jeunes à partir de 18 ans. Ça fait partie de ces grands combats, je pense que la gauche a commencé à mener et doit mener dans les prochaines années. Il faut qu'on ait cette notion qu'il y a un revenu, et je dirais même aussi il y a un patrimoine minimum qui devrait être accordé à chacun. Donc, on n'arrivera pas à faire des notions de patrimoine minimum à chacun, mais au moins on pourra lutter pour qu'il y ait un revenu de base et on pourra candidater avec les autres départements pour expérimenter cela avec un rapprochement des différentes aides existantes et une systématisation pour que les jeunes puissent l'avoir très très tôt. Parce que les jeunes, ils ont envie de travailler, ils ont envie de se lancer dans la vie, ils ont envie de faire des arts, ils ont envie de s'impliquer. Donc c'est pas parce qu'on leur verse un revenu qu'on en fait des personnes inactives. Au contraire, c'est le revenu qui active, c'est le revenu qui égalise les chances pour qu'on puisse se lancer dans la vie. Et ça, c'est fondamental. Donc sur le social, moi je voulais enchaîner aussi sur la culture parce que Mouni a bien parlé de Chanteloup. Nous voulons une médiathèque à Chanteloup, nous voulons rénover la salle des fêtes à Chanteloup. À Conflans, l'aide au cinéma de quartier, ça résonne aussi chez nous. Quand je pense au Cinéville, je me dis, le département a une compétence spécifique. Le département ne peut pas aider n'importe quelle entreprise comme il veut. Mais il est écrit noir sur blanc dans le Code général des collectivités territoriales que le département, il peut subventionner directement des cinémas de quartier. Et ben, je pense que ça aurait dû être fait ici. Et le fait que ni la mairie, ni le département n'aient bougé le petit doigt quand on a eu la fermeture, c'est quelque chose qui a été extrêmement dommageable. Et nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons soutenir toutes les structures. Et si un jour il y a une structure qui se refait ici en centre-ville, il faudra la soutenir. Et le département sera, en tout cas, nous ferons tout pour que le département soit exemplaire pour soutenir ce type de structure. Donc, on a parlé de culture et on en arrive à l'éducation et au collège. Désolé, on en parle peut-être un peu tard, alors que les collèges sont un élément fondamental de notre programme parce que nous voulons, encore une fois, infuser toutes les idées d'écologie, de social, de solidarité au cœur des collèges. Et les collèges, c'est un moment charnière dans la vie d'un adolescent. Le primaire, c'est très important. On dit que tout se joue au primaire, etc. Mais au collège, il y a encore aussi énormément de choses qui se jouent. Et on est sur ce canton avec 6 collèges qui ont des réalités sociales et éducatives différentes, 6 collèges publics.
un collège qui a été meurtri par un attentat qui nous a tous laissés traumatisés, et je voudrais rendre hommage encore une fois à Samuel Paty. Excuse-moi. Oui, je voudrais rendre hommage à Samuel Paty, et nous allons en reparler en matière d'action éducative pour promouvoir la liberté d'expression, l'égalité, la fraternité, la laïcité dans les collèges publics. C'est absolument important, et le département peut avoir un rôle pour soutenir les actions en ce sens. D'abord, un collège, il faut, quand on est un collégien, bien s'y sentir à l'intérieur. Donc il faut qu'il soit aux normes, et plus qu'aux normes, il faut que ce soit un lieu agréable à vivre. Il faut accélérer la rénovation des collèges. Il y a un plan qui a été annoncé, hein. Bien entendu, on ne peut pas dire qu'ils font rien du tout, hein. Mais il faut aller encore beaucoup plus vite, parce que les collèges font partie des postes prioritaires d'émissions d'énergie et de carbone de la part du département. Donc il faut qu'on soit en capacité de monter énormément le plan qui est prévu pour, on a quand même 116 collèges, n'en rénover que 15 sur les 5 prochaines années, c'est pas suffisant pour relever l'enjeu de la transition écologique. Donc il va falloir aller plus vite, donc nous mettrons le paquet là-dessus. Quand nous ferons ces marchés publics pour pouvoir faire de la rénovation, nous ferons en sorte de les rendre, dans la mesure du possible, accessibles aux petites entreprises locales. Ça se fait par des solutions techniques, du type diviser le marché pour que des TPE, PME puissent être en capacité de remplacer ces 8 fenêtres-là ou cette porte-là, etc. Plutôt que de faire un gros marché énorme qui n'est accessible qu'à des grosses entreprises. Quand nous ferons cette rénovation, nous voudrons aussi qu'il y ait un volet numérique. Il faut que l'entretien des matériaux numériques, des matériels numériques et informatiques dans les collèges soit exemplaire. Il faut qu'on ait des TNI qui fonctionnent bien, des tableaux numériques interactifs, c'est absolument fondamental. Ça a complètement changé la manière d'enseigner dans les collèges. On n'a plus des tableaux noirs, des tableaux Velleda, on a des tableaux numériques. Et c'est exceptionnel quand ça marche bien et quand c'est bien utilisé par un professeur. Ça accélère la capacité à apprendre, c'est absolument génial. Mais il faut qu'on soit formé pour, il faut que le département accompagne et fasse très attention à ce qu'il reste en état. Nous voulons que les collégiens de 6e aient un ordinateur portable à leur entrée en 6e. Parce que ça nous semble fondamental là aussi. Nous sommes dans un territoire où il y a encore une fracture numérique. Une fracture numérique qui est plutôt liée aussi à la fracture sociale, à la fracture territoriale hein, aussi, hein, dans certains milieux plus ruraux, parce qu'on est quand même dans un département qui est presque à moitié rural. Hein. Et nous pensons que c'est, en effet, c'est une dépense. C'est une dépense qui est importante pour nous et qui est tout à fait réaliste. Parce que, actuellement, et encore une fois, c'est une des défaillances de ce département, nous dépensons entre 400 et 500 euros de moins par collégien que la moyenne française. Pourquoi les Yvelines, un département riche, dépensent moins pour le social, dépensent moins pour l'éducation? C'est quand même pas acceptable. Donc, quand nous proposons cette distribution d'un ordinateur portable pour pouvoir apprendre le code, l'informatique, la bureautique, parce qu'on trouve aussi que c'est plus utile qu'une tablette, parce qu'une tablette, ce n'est pas la même chose qu'un ordinateur, ça n'a pas les mêmes fonctionnalités, ça ne permet pas de faire un travail de bureau, un travail scientifique, un travail éducatif qui est du même niveau, et puis ça devient obsolète plus vite. Quand on offre des ordinateurs portables, c'est qu'on fait le pari de la jeunesse, qu'on fait le pari que toute la jeunesse doit avoir les mêmes conditions pour progresser, et ça coûte exactement la différence par collégien, et encore on fait ça que pour les 6e, qu'il y a entre le budget sous-budgété du département actuellement, et la moyenne nationale de dépenses par collégien. Concrètement, ça fait 400 euros. Donc, on a actuellement un département qui dépense 1100 euros par collégien, la moyenne nationale c'est 1500, on offre un ordinateur portable au 6e, on comble ce trou, et ne serait-ce que pour les 6e, et il nous en reste, parce qu'il y a aussi des 5e, des 4e, des 3e, on a encore les moyens aussi de mettre plus de moyens pour les collèges. C'est important, les collèges, parce qu'ils sont aussi moteurs de la transition écologique, énergétique, comme on disait, et aussi d'un nouveau vivre ensemble, du monde de demain qu'on souhaite mettre en place à notre échelle, hein, à niveau de ce département. Et nous proposons de revoir la restauration scolaire actuelle dans les collèges. Nous sommes dans une situation où un grand groupe, bon, je tairai le nom, mais c'est facile à savoir lequel, détient la restauration scolaire des 116 collèges du département. Un seul groupe. Donc, je vous laisse imaginer que ces produits, en général, à part quelques accords un peu ponctuels, la nourriture au même endroit, loin,
pas forcément bio, pas forcément avec systématiquement des options végétariennes ou végétaliennes. Et concrètement, ce qui se passe, c'est que avant, on avait des collèges qui avaient des chefs cuisiniers, qui faisaient une nourriture de qualité à partir d'ingrédients qu'ils maîtrisaient, et maintenant ils ouvrent des barquettes en plastique. Donc ça, c'est pas acceptable, parce que en fait tout ceci a une empreinte carbone qui est importante, tout ceci ne met pas en valeur les productions locales, les productions saines locales qu'on peut faire dans les Yvelines, qui sont un département très rural, avec des agriculteurs qu'on veut d'ailleurs aider aussi, pour avoir de meilleures transitions vers une agriculture bio. Et nous voulons que, quand on révisera ce marché public, parce qu'il va se terminer au bout d'un moment, qu'on revienne à quelque chose de plus décentralisé, où on participe, où on fait des marchés avec des petits producteurs locaux, avec pourquoi pas des AMAP, des jardins partagés, des coopératives bio, comme celle d'Île-de-France. C'est ça ce que nous voulons avoir dans nos collèges, plutôt qu'une alimentation sur le même moule, et qui est clairement moins bonne pour les enfants, et où on voudrait aussi généraliser cette logique en général à tous les établissements publics gérés par le département, donc les quelques EHPAD publics, etc. Il est vraiment important d'avoir une nourriture de qualité là-dedans, et ça concourt à la transition écologique. Nous voulons proposer des alternatives végétariennes et végétaliennes, mais nous voulons qu'il y ait une information qui permette aussi, parce qu'il y a un enjeu d'éducation sur ces questions. Nous voulons montrer qu'au niveau nutritionnel, c'est la même chose. Ça donne autant de protéines. C'est complètement substituable. On peut se passer de viande en étant nourri de la même manière, en grandissant de la même manière, en étant aussi robuste et fort. Et malheureusement, cette impression que la viande, c'est absolument nécessaire, tout le temps, elle est encore un peu trop dans les têtes. Et nous voulons, quand nous proposons ça, de cette généralisation dans la restauration, c'est d'avoir une action éducative et pas de leçon morale. Et de dire, voilà, tel ou tel plat, vous voyez, nutritionnellement, c'est la même chose. On pourrait l'expliquer aux enfants de manière ludique. Et puis, on pourrait dire, tel ou tel plat, vous voyez, l'empreinte carbone, plus ou moins importante, ça fait plus ou moins de gaz à effet de serre. C'est important de faire l'éducation. J'ai été un peu long là-dessus, mais c'est parce que, encore une fois, c'est une mesure qui a des impacts pour promouvoir l'emploi local, pour promouvoir une alimentation saine, pour promouvoir des choses cohérentes avec la transition écologique et énergétique, et aussi pour promouvoir l'éducation des enfants. Encore une fois, juste pour terminer, le département, il a un rôle dans le soutien des actions éducatives, et nous nous engageons en tant que département à tout faire pour promouvoir les valeurs de la République, la lutte contre les discriminations de tout type, de sexe, de genre, de race, d'origine, la lutte contre le harcèlement scolaire, qui est quelque chose aussi de très important. Nous promouvrons absolument toutes ces actions-là. Voilà sur les collèges. Je voulais terminer sur la démocratie locale, la démocratie et la transparence, parce que, on va encore le dire, nous sommes quand même dans un département qui est à l'âge de pierre, encore une fois, je vais réutiliser ce terme, mais de la démocratie locale. Les conseils départementaux, personne ne sait quand ils ont lieu, ils ne sont pas diffusés, on ne sait que quelques décisions après, où elles sont publiées très tard sur un site extrêmement tortueux, on n'arrive pas à trouver exactement ce qui s'est décidé, à moins d'avoir fait 150 clics et d'avoir cherché pendant 1 heure. Jusqu'à récemment, il y avait absolument une opacité totale sur les subventions. Là, il commence à y avoir un petit peu d'informations, mais c'est un petit peu imparfait. C'est extrêmement important que les citoyens aient une information sur ce qui se passe au conseil départemental. Et nous, si nous sommes élus, avec Mouni, et avec nos suppléants, Pascal, Victor, nous nous engageons à être absolument transparents sur tout ce que nous ferons dans notre action au conseil départemental. Nous ne cumulerons pas notre mandat de conseiller départemental avec un autre mandat. Nous serons pleinement consacrés à notre tâche de conseiller départemental pour faire avancer tous les points du programme qu'on vient de vous détailler. Nous avons signé la charte anticorps pour des conseils départementaux éthiques. Concrètement, c'est toutes les obligations que j'ai commencé à vous esquisser sur la transparence, la publication des intérêts, des rémunérations, la publication d'un agenda de l'élu où il dit voilà qui j'ai rencontré aujourd'hui. J'ai rencontré telle ou telle association, c'est important que vous le sachiez. J'ai vu à un moment une association et ça vous permet de voir à quel point je vois un pluralisme d'associations et ça permet d'attester de ma probité. Donc ça c'est extrêmement important. Nous voulons au niveau du département
avoir une part participative du budget du département, parce qu'il est bien aussi d'avoir une population qui s'implique, et la démocratie directe, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à ce département, parce que quand on a des référendums locaux qui refusent qu'on construise une forêt au milieu d'un bois, eh bien, le département dit « je m'en fiche de la démocratie directe, moi je suis la démocratie représentative, moi monsieur Pierre Bédier, et du coup je fais quand même mon projet ». Donc il faut leur ramener un petit peu d'horizontalité et de démocratie, c'est extrêmement important. Nous refusons la fusion avec les Hauts-de-Seine, parce que nous considérons que c'est une logique de plus ou moins ghetto de riches. Ça ne profitera pas à la population. Nous voulons abolir cette fusion-là. Et... La fusion a commencé, il y a des synergies en fait qui ont été faites. Il y a des services en commun. Il y a des services en commun, effectivement. Nous considérons que ça mène à des économies qui sont mauvaises pour le service public. Et on n'avait pas parlé également d'insertion, parce que dans une des parties de cette fusion, de cette synergie qu'elle a commencé à faire, il y a le développement d'une agence d'insertion. Une agence d'insertion qui, après beaucoup de difficultés d'installation, de gouvernance, dénoncées par plusieurs rapports, etc., commence à produire des résultats. C'est très bien que ça produise des résultats, l'insertion au niveau du département. Mais il faut que ça produise encore une fois des résultats qui soient écologiques et sociaux. Il faut qu'on puisse promouvoir des emplois verts, des expériences du type territoire zéro chômeur de longue durée, des entreprises à but d'emploi, pour qu'on fasse de l'emploi qui concourt à la transition écologique. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut recentrer la mission d'insertion du département autour de ces emplois verts non délocalisables. Et ça, c'est très important. Donc voilà sur la partie démocratie. À la fin, j'ai un tout petit peu fini avec un peu d'emploi. On ne voudrait pas être trop long. Ce qu'on va faire avec Mouni, c'est qu'on va vous présenter sur les 4 villes de canton une mesure concrète pour chaque ville que nous proposons actuellement. Et Mouni va commencer et va présenter ce que nous proposons pour Chanteloup et Morcourt. Pour Chanteloup, je peux revenir donc, pour la création d'une médiathèque et la rénovation de la salle des fêtes. Donc toujours la culture et encore la culture qui nous ouvre au monde, qui nous fait sentir le monde, qui nous fait apprendre le monde. C'est important pour nous élever, pour grandir, pour avancer. Et une autre mesure, comme vous le savez, les services publics sur le canton, et pas simplement que sur une seule ville, mais malheureusement sur le canton, Conflans, Chanteloup, les services publics ferment. Et notamment, Morcourt va perdre sa poste. Et nous nous engageons à que ces services publics-là puissent être ouverts et préservés, parce qu'il n'est pas normal qu'effectivement ces services publics-là ne soient pas ouverts et offerts à la population. Qu'on n'ait pas un service public de proximité obligé d'aller, qu'on soit âgé ou en handicap ou même plus jeune, devoir se déplacer, vu en plus les transports forcément pas écologiques, on est d'accord évidemment, et coûteux aussi, coûteux, parce que prendre le bus à 2 € aller et 2 € retour, sachant que nous sommes bien d'accord que les démarches administratives dans les services publics, elles peuvent être plus ou moins longues. Donc, au coût du ticket, ça peut être assez cher. Voilà. Tout à fait. Et sur Morcourt, nous voulons aussi nous débarrasser de ce projet d'A104 qui nous encombre depuis 60 ans. Il y a toujours des emprises de l'État sur certains terrains à Morcourt. Nous souhaitons les lever pour que, idéalement, on puisse en faire des lieux de vie commune et qu'on tourne enfin la page de cette autoroute qui détruirait complètement notre environnement et notre cadre de vie ici. Donc il faut... Andrézy, Chanteloup aussi, voilà. Il faut qu'on puisse lever ces emprises-là et qu'on puisse passer à autre chose. Et sur Chanteloup, on a aussi un endroit dont on voulait parler qui est symbolique. C'est la voie entre Chanteloup et Triel. Cette voie-là, ce n'est pas une départementale, elle a vraiment la tête d'une départementale, hein. Vas-y. Et du coup, tu peux expliquer peut-être, Mouni, ce qu'on veut faire sur cette voie. En fait, c'est une voie donc, entre Chanteloup-les-Vignes et Triel qui n'est pas bornée, qui n'est pas éclairée, qui est très dangereuse. Sachant que certains élèves, normalement qui sont normalement dans les collèges de Chanteloup-les-Vignes, ont quelquefois la possibilité d'avoir une dérogation et aller dans les collèges sur Triel. Donc, vous imaginez, en hiver,
des enfants sur cette route-là, qui n'est pas bornée, qui n'est pas éclairée, c'est terrible, hein, avec des voitures qui partent assez vite, il n'y a pas de ralentisseur. Donc, et je ne dirais pas simplement pour les enfants, pour toute personne, n'importe qui, monsieur, madame Nanda. Donc, il y a déjà eu un courrier qui a été fait, des appels qui ont été faits auprès de la municipalité de Chanteloup, la municipalité de Brielle, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Donc, nous engageons, et j'espère pouvoir... Et nous espérons pouvoir avoir gain de cause et rétablir cette route et en faire une route normale et accessible en vélo, accessible pour nous jeunes. Voilà. Et les premiers qui ont la main là-dessus, sur cette route-là, c'est probablement GPSO, intercommunalité. Or, on sait qu'ils sont dans des situations financières un peu difficiles. Hein, bon. Donc, ce qu'on nous fait gentiment entendre, c'est que la rénovation de la voirie, c'est pas à l'ordre du jour. C'est pas pour cette année, c'est peut-être pas pour 2 ans, c'est peut-être pas pour dans 3 ans, bref. Enfin, on a échangé avec des élus locaux pas plus tard que ce matin, et l'état de la voirie a été qualifié avec un mot vulgaire que je dirais pas. Ben oui, mais vous en êtes responsable aussi. Vous êtes, pour les élus locaux, vice-président GPSO, vous êtes conseiller départemental. Quand il y a un problème de voirie, vous êtes solidaire du fait que c'est de la faute de votre camp politique, c'est de la faute de votre majorité. Et donc, voilà, nous, il faut assumer ses responsabilités, et donc nous, en tant que département, nous ferons tout pour qu'il y ait une solution à cette situation de la voie entre Chanteloup et Triel, parce que c'est vraiment symptomatique. Il faut arrêter de faire ce ping-pong entre les échelons, quand de toute façon tout le monde est du même bord et tout le monde mange au même râtelier. Eh bien nous, on va mettre de la gauche là-dedans, et la gauche va dire, moi j'agis. Je bouscule, c'est prioritaire, je fais quelque chose. Bien sûr. Est-ce qu'il suffira aussi, comme est-ce que c'est le bon exemple ou pas, quand il y a eu le décès de Samuel Paty, c'est là quand le département s'est rajouté d'un nouveau éducateur, il a fallu le décès de Samuel Paty pour ça. Est-ce qu'il faut un décès sur cette route-là pour pouvoir réagir et pouvoir la réparer? Voilà, et en faire une route tout à fait accessible. Merci. Il nous reste encore 2 vies. Donc, je voulais parler d'Andrézy. Andrézy est prioritairement menacé par le projet de pont d'Achères, qui amènerait énormément de circulation, des poids lourds et potentiellement des maladies respiratoires, une destruction du cadre de vie, une menace de perte de la biodiversité. Il faut savoir que quand on fait des projets comme ça, on dépose plusieurs autorisations, et il y a des autorisations pour destruction de la biodiversité. Enfin, c'est écrit à peu près comme ça. Hein. On doit obtenir sa dérogation pour... bon, bah oui, écoutez, ça va tuer des animaux, ça va tuer de la végétation, mais bon, c'est important parce qu'on a décidé que c'était important. Voilà. Il est important de lutter contre le pont d'Achères, parce que c'est la 104 bis, en fait. S'ils n'arrivent pas à obtenir la 104, c'est ce qu'ils feront. Il faut savoir, et il faut encore le dire, Laurent Brosse, Catherine Arnoux, ne sont pas opposés au pont d'Achères. Ils votent même pour. Donc, voilà, il faut savoir ce qu'on fait quand on vote à ces élections. Si on veut éviter ce projet à tout prix, eh bien, il faut voter pour une alternance. Donc, ça c'est pour Andrézy. Et pour Conflans, encore une fois, Conflans, on connaît bien, mais je vais sortir peut-être 1 ou 2 mesures. Je pensais à la prévention spécialisée, mais Mouni m'a très bien coupé l'herbe sous le pied, donc ça c'est très très bien. Et ce que je voulais dire aussi sur Conflans, c'est cette île du Devant. Nous voulons la déclarer espace naturel sensible pour qu'elle ne soit pas exploitée touristiquement, parce que voilà, il faut aussi savoir rester à notre place dans notre environnement pour ne pas se retrouver avec une artificialisation partout, dont on regrettera les conséquences quand on aura des crues, quand on aura des canicules et qu'il n'y aura plus d'arbres pour pouvoir nous donner de l'oxygène. Donc voilà, l'île du Devant c'est symbolique. Nous ne voulons pas d'un aménagement environnementaux friendly, nous ne voulons pas d'aménagement du tout. Espace naturel sensible, c'est complètement protégé. C'est ça ce que nous voulons sur l'île du Devant. Au niveau de Conflans, nous avons parlé du soutien au cinéma. Si un jour un cinéma arrive à se reconstruire ici, nous le soutiendrons.
nous soutiendrons. Et j'irai pas dans le détail non plus de Conflans, mais nous avons d'autres mesures qui se trouvent dans notre programme. Donc, je voulais terminer en disant que j'espère qu'on n'a pas été trop long, qu'on a été clair dans la présentation du programme. Je voudrais dire que sur cette élection, même si ça paraît compliqué pendant les vacances, c'est la fin de la période de pandémie, mais en même temps c'est toujours un peu la pandémie, il est extrêmement important d'aller voter. Et si on ne peut pas voter, il faut faire une procuration, il faut trouver quelqu'un qui peut le faire, il y a encore le temps de le faire. Donc là aussi je m'adresse à ceux et celles qui nous suivent sur Facebook et Internet. Si vous êtes bloqués chez vous, si vous êtes en vacances, nous prenons les procurations et nous pouvons vous aider à voter les 20 et 27 juin. Il sera important de voter aux 2 tours. Et si je devais utiliser 2 slogans pour notre démarche générale, écologie, sociale, solidarité, j'ai un slogan un peu officieux qui serait, j'ai envie de dire, on passe à vous, on passe à la population, on passe à vos besoins concrets, tous et toutes, peu importe votre situation financière, votre situation de handicap, de dépendance, votre provenance dans le canton. Il est peut-être temps d'avoir une liste qui passe aux besoins des habitants, des besoins dans une harmonie écologique et sociale, et c'est ce que nous voulons porter, et c'est ce que j'espère on a essayé de vous faire comprendre dans cette présentation. Et enfin, je terminerai avec notre slogan un petit peu plus officiel, c'est celui que ce canton c'est le vôtre. Les élections départementales, nous l'avons montré, ce sont des élections qui contrôlent énormément de choses dans la vie concrète. Ça peut défaire ou faire le bien vivre de toutes les habitantes et habitants et de la nature sur ce canton. Donc il est très important de voter. Je vais laisser le mot de la conclusion à Mouni et merci et passons à vous. Merci. Oh, je crois que je ne dirais pas mieux, mais pour ceux qui nous suivent sur notre page Facebook, nous allons bientôt, vous avez remarqué certainement que nous postons pas mal de vidéos, et pas simplement que des photos, mais aussi des vidéos. Et là, bientôt, nous allons vous proposer ce qui est la fonction d'un conseil départemental au collège. Nous sommes d'accord. Voilà. Ce serait plutôt ma conclusion à moi. Voilà. Ce qu'est qu'un conseil départemental au collège. Et expliquer d'abord déjà le fonctionnement du collège. Et voilà. Donc, merci d'être venu. Merci de nous avoir écoutés. Et désolé pour le bug de tout à l'heure. Voilà. Et merci à vous tous. Merci à tous et tous. Merci beaucoup. On va prendre des questions de la salle. Moi, je voudrais apporter des précisions. En prévention spécialisée, je peux dire que je connais un peu. Et il y a une impasse que vous avez choisi l'impasse. La prévention spécialisée ne relève pas de la compétence de mairie, relève de la compétence du département. C'est la prévention spécialisée, c'est la protection de l'enfance. Et dans les Yvelines et dans beaucoup de départements, c'est une subvention 80% département, 20% des communes. Quand une équipe de prévention spécialisée, à l'initiative de Pierre Bédier, j'étais administrateur trésorier de la plus grosse, celle des Yvelines, avec 50 éducateurs, on s'est fait sortir en 2016 au profit d'une association dont Bédier est le manager, entre guillemets, le maître à penser. C'est plus la prévention spécialisée qui existe, c'est tout, mais pas la prévention spécialisée. Et nos jeunes, dans nos quartiers d'habitat populaire, ne rencontrent plus d'éducateurs qui font le lien avec les autres organisations. Ça, c'est grave. Je suis là ce soir pour vous apporter ce message, c'est très très grave. C'est-à-dire que quand ça va péter dans les quartiers, comme ça a pété en 2005, et j'étais administrateur en 2005, les éducateurs de prévention spécialisés, ils ont fait leur travail de médiation en disant aux jeunes, je fais court, n'allez pas vous confronter à la police, ne faites pas comme il se passe dans le 93. Ça va péter un jour, ça chauffe dans les quartiers, vous le savez si vous y habitez. La deuxième chose, sur MDPH, j'ai été, professionnellement, quand je suis parti en retraite, j'ai été nommé comme une personne qualifiée à la MDPH des Yvelines. Je faisais des enquêtes, je peux le dire aujourd'hui, je faisais des enquêtes et je recevais des parents ou des adultes qui contestaient les décisions de la CDRPH. CDA, c'est la commission d'accès au droit, c'est celle qui est décisionnaire. Et j'ai vite rendu mon tablier. Au bout de 2 ans,
Parce qu'effectivement, on a affaire à des gens, et le directeur de MDPH, que je nommerai pas, parce que je n'ai pas envie d'avoir un procès comme Pierre Bédier sait le faire aux gens qui s'opposent à lui, un directeur de MDPH qui est quelqu'un d'extrêmement dangereux, je le dis, je ne le nomme pas, mais je le dis, et donc j'ai donné ma démission. La MDPH, je peux le dire, fonctionne relativement bien dans les Yvelines, avec peu de moyens, et peu de moyens d'orientation des jeunes et des adultes. C'est vrai, vous l'avez noté. Il faut développer ces lieux d'accueil ou de prise en charge thérapeutique. Mais elle est prise en charge dans ses valeurs et dans son fonctionnement par M. Bédier et par toute une organisation que lui a mis en place, comme pour la prévention spécialisée. C'est-à-dire qu'il ne peut rien se passer sans que lui en décide. Là, il n'y a pas du tout de démocratie. Donc la MDPH, pour les gens qui y travaillent, fonctionne à peu près correctement, je peux vous le dire. Bon, ça fait quelques années que j'ai quitté quand même, mais je les vois encore. Mais par exemple, ils ne mettent pas en place des personnes qualifiées qui sont des voies de recours pour les familles. Ça, ils ont réussi à écœurer tout le monde. On était 4 ou 5 à faire des enquêtes, aller voir les gens, et ça, ils ont écœuré tout le monde, donc il n'y a plus. C'est comme la prévention spécialisée. C'est la même façon de faire, c'est-à-dire on écœure, on éteint, on étouffe. Voilà. Bon. Alors, je voulais aussi vous parler, vous n'avez pas suffisamment, à mon avis, dit, si vous avez d'autres réunions publiques, parlez plus de la 104. On est quelques-uns ici à être à l'origine depuis 86 du COPRA. Insistez là-dessus parce que les gens y sont sensibles. À Champloux, j'habitais en Brésil, j'habite maintenant à Champloux. Champloux, les gens sont moins sensibles. Mais en Brésil, les gens sont sensibles au passage de l'autoroute. L'autoroute passerait sur les coteaux. C'est vraiment une catastrophe. Entre l'autoroute sur les coteaux et le pont d'Achères qui serait un des barreaux de l'éventuelle autoroute ou l'autoroute à bis, c'est extraordinairement... les gens sont inquiets là-dessus. Je veux dire que les gens ne sont pas inquiets au plan politique, ils sont inquiets pour leur patrimoine. C'est-à-dire qu'ils habitent dans une maison qui va perdre de la valeur, ils vont subir de la pollution dont on sait maintenant, il y a eu des enquêtes demandées à Joël Simon, à Morco, il a fait des études là-dessus, très intéressant. C'est grave, l'autoroute c'est très grave, et elle est soutenue par Pierre Bédier. C'est comme la déviation de Verneuil, elle est soutenue par Pierre Bédier. Je crois qu'il faut quand même avertir les gens de ce grand danger. Alors, sur Champloux, j'y habite depuis 5 ans. Il y a une maison, la compagnie des confrères s'est réinstallée en même temps. Ils construisent une salle des fêtes à côté. Ne disons pas qu'il faut construire une salle des fêtes, il y en a une qui est en train de se faire. Bon. Je veux dire que c'est vrai qu'il manque une médiathèque à Champloux. Il y a la bourrellerie, l'ancienne bourrellerie avec 2 dames qui tiennent ça gentiment. Bon, c'est tout petit, mais c'est vrai qu'il faut une médiathèque. Mais pourquoi il n'y a pas de médiathèque à Champloux? C'est comme vous n'avez pas parlé de la cité éducative à Champloux. Moi je vous dis, la cité éducative à Champloux, c'est encore une fois pour Champloux. À Champloux, on est à la 3e ou 4e rénovation. À Champloux, la cité éducative, c'est un appel à fond. C'est un truc de fric. C'est pour reconstruire les écoles. C'est pas le projet. Allez voir à Corbeil-Essonnes ce que c'est que la cité éducative. La cité éducative à Corbeil-Essonnes, c'est un projet éducatif. À Champloux, c'est un projet urbain. Un projet urbain. Je suis d'accord avec vous. Il n'est pas encore construit, donc c'est pour ça que nous demandons une médiathèque. À Champloux, la cité éducative, c'est un projet urbain et c'est un appel d'Afrique. C'est encore une dépense d'argent de l'État. Nos impôts, enfin peu importe, on en paye, c'est très bien, mais ce n'est pas un projet éducatif. Allez voir à Corbeil, puisque je connais bien les élus de Corbeil, hein, c'est des proches. À Corbeil, c'est un projet éducatif. Sur des structures qui existent déjà, c'est une synergie de travail. On parle de Champloux à nouveau, là, excusez-moi d'en parler, je connais un peu bien. Hein. Il y a quelques années, j'y œuvre et j'y suis intervenant. À Champloux, c'est pas ça. À Champloux, on démolit les écoles, on en construit d'autres en disant c'est un projet éducatif. Oui, exactement. Voilà. Bon, excusez-moi, je suis intervenu. Non, je suis d'accord avec vous. Pour revenir sur les éducateurs spécialisés, c'est pour ça que nous souhaitons créer de nouveaux postes d'éducateurs spécialisés, parce qu'effectivement, comme vous dites, en 2016, vous avez été sorti, voilà, et que nous voulons revenir donc à ces effectifs avant 2005, des effectifs de 2015. Et la médiation, comme vous dites, la médiation, le dialogue, est pour nous, en fait, le résultat à long terme du bien vivre et aussi de la construction de bonnes relations entre jeunes et les plus vieux. Et, voilà. Et c'est pour ça que nous avons précisé et eu l'ambition de construire
Oui. La prévention spécialisée, c'est pour mettre ces jeunes qui sont loin de tout, qui sont nulle part. Bah oui, On dit simplement non qu'ils accompagnés, Oui, dehors. exactement, c'est les mettre en lien avec des organisations telles, des missions locales, les points d'accueil jeunes, etc. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, ça n'existe plus, ça. D'accord? Donc ces jeunes, ils sont dans l'errance, ils prennent de l'âge et ils prennent des chemins qui ne sont pas des voies qui sont pas des voies intéressantes pour leur... Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et qui sont malheureusement le modèle des plus jeunes aujourd'hui. Si je peux compléter un tout petit peu, la prévention spécialisée, c'est aussi la première des sécurités. On entend en ce moment n'importe quoi dans les propositions pour les régionales et départementales à droite. Je voulais utiliser l'expression à droite et à gauche, mais non, à droite, parce que la gauche c'est quoi les responsabilités, et ne fait pas de la démagogie là-dessus. On entend qu'on va créer une police à tel ou tel niveau, même si on peut pas, on va supporter, on va soutenir le fait qu'il y ait plus de police nationale à tel ou tel endroit, même si c'est pas possible, etc. La première des sécurités, c'est la prévention, l'éducation. Voilà une sécurité sur laquelle le département peut agir, c'est la prévention spécialisée. Et encore une fois, je voudrais avertir sur cette élection, c'est qu'on a malheureusement dans tous ces cantons un binôme d'extrême droite. Un binôme d'extrême droite qui a consacré toute sa profession de foi, vous l'avez vu, dans les boîtes aux lettres, à taper sur la prévention spécialisée et l'accompagnement des mineurs non accompagnés. Et c'est absolument honteux, c'est fallacieux, et ce serait quelque chose d'absolument destructeur pour notre service public, notre vivre ensemble, et pour des situations sociales extrêmement difficiles pour des enfants qui sont à la rue, complètement isolés, de vouloir démanteler tout cela. Et voilà, il faut faire attention parce que sur tous ces cantons, on a une extrême droite qui est habituée, sans même faire campagne, sans même être présente, sans même habiter dans les cantons, à faire ses 15 ou 20%. Donc il est extrêmement important, juste en mettant la bobine de Marine Le Pen. Donc là, il est important de se mobiliser sur ces élections, que les valeurs de gauche, nous sommes la seule liste de gauche clairement assumée sur ce canton, nous le revendiquons. Il est important que les idées de gauche, les idées de progrès, les idées d'écologie, les idées de social soient présentes, parce que c'est l'un des derniers rendez-vous qu'on peut avoir. Et encore une fois, sur les autoroutes, on est complètement en soutien avec ce que vous avez dit, monsieur, et on se battra jusqu'au bout. On a signé le questionnaire du COPRA, on va le publier sur notre site, il est peut-être même déjà publié sur leur site, où nous sommes en phase avec toutes leurs revendications pour bloquer les projets routiers qui détruiraient encore un peu plus notre cadre de vie et notre vivre ensemble. Désolé. Oui, d'abord, merci pour cette réunion. Ma question, elle va être rapide. Pour soutenir ce programme auquel j'adhère complètement, c'est la liste. Quel constat la liste fait-elle de la politique budgétaire et fiscale du département aujourd'hui? Et deuxièmement, qu'est-ce que compte faire la liste pour justement changer les choses et pour une autre politique budgétaire et surtout fiscale départementale? Le conseil départemental précédent a augmenté de manière spectaculeuse la taxe foncière de 66% au début de son mandat. Pendant qu'il a fait ça, il a sabré dans les services publics, les services sociaux. Donc, augmenter des impôts et de l'autre côté, raboter les services publics. Il y a un problème. On a un département aujourd'hui qui a son budget, 1,5 milliard, etc. Et il est évident qu'il sous-investit dans les services publics. Comme je l'ai dit au début, par rapport à tous ses pairs, il dépense moins. Et il ne dépense pas moins parce qu'il gère super bien, il dépense moins parce qu'il fait le choix de dépenser moins. Et il laisse des gens sur le carreau en faisant ça. Nous voulons mettre les services à hauteur de ses ressources fiscales. Ça ne sert à rien d'avoir une note de l'agence de notation Standard & Poor's de AA- si on n'en fait rien. Un budget, c'est fait pas pour être explosé, mais c'est quand même fait pour être dépensé. Donc, il est nécessaire que le département ait une politique sociale, notamment, une politique de protection de l'environnement, à la hauteur de la pression fiscale qu'il y a eu. Augmenter la taxe foncière, malheureusement, c'est une décision qui n'est pas forcément égalitaire, parce que ça frappe tous les propriétaires, y compris les propriétaires qui n'ont pas de moyens.
Moi, on a un programme qui nécessite de remettre à niveau beaucoup de choses, hein, d'avoir des effectifs en plus, d'avoir un soutien à plein de projets territoriaux, de verdissement des villes, des voies, plein d'ouverture de centres publics là où c'est nécessaire, de maisons de santé, enfin de centres de santé publics, d'EHPAD publics quand c'est possible pour baisser les tarifs pour tout le monde. Donc ça va être un certain interventionnisme économique. Moi, je n'irai pas m'engager sur une baisse des impôts, notamment parce que le département n'a plus forcément la main sur les impôts locaux, parce qu'il y a eu un jeu de bonneteau avec la suppression de la taxe d'habitation qui fait qu'en fait le département n'a presque plus aucune autonomie fiscale, parce que beaucoup de personnes ont voulu supprimer le département ces dernières années, et toutes les réformes actuellement nous mettent dans une situation en fait, en tant que département, on n'a presque plus d'autonomie fiscale. Il reste des taxes un petit peu périphériques sur lesquelles là aussi on est au taquet au niveau des taux. Donc, on a des ressources dans cette situation-là. On a un département qui prélève beaucoup ses citoyens, en effet. Et ben nous voulons au moins que les services publics qui soient à la hauteur de ces prélèvements-là. Je pense que c'est déjà important. Il y avait votre deuxième question ? Ma deuxième question, c'était quelles sont les propositions de la liste, justement, pour remettre en cause le constat qui est fait. Là, le constat, je suis tout à fait d'accord, mais quelles sont les propositions de la liste pour remettre en cause? C'est-à-dire, en gros, c'est, bon, même si ce n'est pas détaillé, c'est comment vont être revus les choix budgétaires qui vont donner des ressources au département. Transparence. Comment la liste conçoit-elle justement ces choix budgétaires? Transparence. Actuellement, les budgets du département ne sont pas forcément transparents. Il y a des audits que nous réclamons sur les finances du département, parce que nous ne savons pas tout avec ce qui est présenté. Il y a des budgets qui sont un peu plus détaillés qu'avant, mais qui laissent aussi beaucoup de questions. Les nomenclatures ne correspondent pas d'une année sur l'autre, donc c'est extrêmement difficile de faire des comparaisons, de savoir sur quoi le département est intervenu, etc. Les subventions, c'est pas forcément clair. On a de jolis graphiques, mais bon, ils sont jolis esthétiquement, mais c'est pas pour ça qu'ils sont beaucoup plus clairs. On va faire un audit des finances. On va faire un audit de l'aide sociale à l'enfance, parce qu'il s'est passé des choses, des situations de délaissement de certaines situations particulières qui sont préoccupantes, et il faut savoir ce qui s'est passé et comment on peut remettre tout ça en ordre, parce que là encore une fois on n'a pas forcément d'informations. Et c'est aussi du bon usage des deniers publics qu'on demande un audit de ces politiques-là. On va faire un audit de la coopération décentralisée, qui actuellement ne bénéficie qu'à 3 pays, et avec une absence totale d'indicateurs concrets d'avancement des objectifs sociaux et économiques dans ces pays. C'est-à-dire que le département a construit une maison des Yvelines au Sénégal. Mais, en fait, quand on regarde dans la presse, la Chambre régionale des comptes, Cour des comptes, critique en disant il n'y a pas d'indicateur concret. Vous avez ouvert combien de points d'eau, de sources, de fontaines? Vous avez fait combien d'ouverture d'écoles, d'infrastructures? Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi, et donc ça nous permet d'imaginer en fait qu'il n'y a quasiment rien qui est fait. Donc il faut faire la lumière là-dedans, parce que c'est du bon usage des deniers publics, et il est important de faire un audit sur cette politique. Mais ça, c'est du communautarisme. On sait très bien, enfin, on peut se parler vrai, on sait très bien que dans certains quartiers de l'ouest de Yvelines, c'est du donnant-donnant, c'est des contreparties. On sait très très bien, enfin je veux dire, on n'est pas dupe que l'ex-maire qui est président du conseil départemental développe des actions en Afrique, dans certains quartiers d'Afrique et dans certains lieux d'Afrique, en sachant que la contrepartie, c'est que l'électorat demande, c'est jouer et c'est le remercier. Enfin, je veux dire, il ne faut pas être dupe, il faut le dire. Enfin, je veux dire, il faut être clairvoyant là-dessus. Le scandale de la mosquée salafiste de Mantes-la-Jolie, c'est toujours le même. Je veux dire, il faut le dire. Parce que, je veux dire, je sais qu'il ne faut pas faire campagne en étant agressif. Quand même. Je veux dire, c'est des choses qu'il faut dire. On va faire la lumière là-dedans. En tout cas, les pratiques obscures, leur meilleur adversaire, c'est la lumière. Donc quand on fera des audits, on pourra avoir des preuves de tout cela. C'est évident qu'on est avec un président de conseil départemental qui a un pédigré en matière de corruption et de clientélisme.
Nous voulons passer à une démocratie moderne, nous voulons faire des audits et ces politiques-là, en effet, doivent être clairement contrôlées. Oui, tu viens de parler de la coopération décentralisée et nous la faisons au niveau de Conflans. Sur l'ancienne majorité, que je qualifierais de majorité socialiste, nous avions établi une coopération financière qui était une coopération au niveau de toute la population, c'est-à-dire de réserver un budget de l'équivalence de 1 euro par habitant, ce qui nous donnait donc une subvention de 36 000 euros par an. Nous sommes en face d'une commune qui s'appelle Tessawa et qui est la 10e ville du Niger, qui à peu près fait aujourd'hui 180 000 habitants. Le fait que la ville de Conflans se soit engagée dans cette voie qui était à l'époque novatrice, c'est la première fois où il y avait un quantum par rapport à la population, ça nous a permis d'avoir des concours multiples d'un certain nombre de communautés, même d'associations, et en particulier nous avons travaillé avec le SIAP et avec l'agence de l'eau Seine-Normandie. Avec ces coopérations, plus les coopérations sur place, qui sont les représentations internationales à Niamey, ça nous a permis de pouvoir rassembler 2,2 millions d'euros, ce qui est une somme considérable pour le Niger. On a changé de majorité et le premier effort qui a été fait par le changement de majorité, ça a été de rabaisser la subvention qui est passée de 36 000 à 22 000, puis ensuite aujourd'hui à 25 000. J'ai eu l'occasion d'expliquer autour de moi, parce que j'avais reçu une appréciation de la part du personnel qui entoure le maire, en disant que la coopération décentralisée, ce n'est pas le fait de la mairie, ça ne concerne pas la mairie. J'ai dit à ces gens-là que quelque part, ils n'avaient pas le sens de la nuance. N'oublions pas aujourd'hui, avec le développement du djihadisme dans le Sahel, mais pas seulement dans le Sahel, dans d'autres pays, et l'instauration, si le djihad triomphe, ça sera la loi de la charia. Et ça va occasionner un flux très important qui va se diriger de l'Afrique sahélienne et de l'Afrique occidentale vers l'Europe, et plus particulièrement vers la France. Donc, ce qui me surprend, c'est le fait que la mairie, qui est pourtant une entité française, ne se trouve pas concernée par cette évolution. Et j'aimerais bien que l'on puisse rebondir sur ce fait, parce qu'on a affaire à des gens qui ne sont pas motivés, mais qui ne voient pas plus loin que la longueur de leur nez. Donc j'aurais d'autres choses également à ajouter, parce que j'ai pris la succession de toi, Alexandre. Dans le code de la campagne, vous avez évoqué les points importants à développer dans les différentes communes. Nous allons donc traiter et rencontrer des gens. On ne peut pas non plus dérouler ce programme très important parce qu'il est très vaste. Je pense qu'il est important pour chacune des communes, au dehors du point principal qui a été développé, on va avoir des contacts avec les gens. On aura l'occasion de discuter. Et il serait intéressant de peut-être d'élargir sur 2, 3, voire 4 points essentiels à développer, parce que ça se fait souvent le contact d'une manière très rapide. Comme vous le savez, à la gare, les gens sont pressés de prendre le train. Donc je pense qu'il est important de pouvoir aller sur ces points importants. Et c'est à nous à définir par commune les points d'attaque. Troisièmement, c'est un plan politique, ce que je voulais évoquer. La gauche, je pense, sur Conflans, comporte une population que l'on ne connaît pas. Elle est importante ou moins importante, mais elle existe. N'oublions pas que la mairie actuelle gouverne la ville de Conflans
avec 16% des voix. Il y a eu 68% d'abstention. Il y a eu 32% de gens qui ont développé, qui sont votés, et ils ont récolté 50% de ces 32%. Ça nous laisse quand même, pour nous, je pense, des espoirs. Parce que je crois que ce n'est pas une ville qui est acquise à la droite. Il y a, par nos contacts que j'ai pu avoir avec d'autres camarades, il y a des gens qui pour des raisons qui paraissaient à l'heure actuelle des raisons, je dirais, à jouer liées à la pandémie. Je pense qu'on peut faire, on peut récolter des voix et de manière peut-être plus ample que l'on l'imagine. Donc il est peut-être dans les contacts que nous aurons avec nos différents interlocuteurs, rappeler aujourd'hui la géographie politique sur le plan des partis à Conflans-Sainte-Honorine. Le dernier point que je voudrais ajouter, c'est qu'en étant face, oui, je te fais concurrence, Alexandre, je termine. C'est la perception de faire de Conflans une ville béton. On les voit aujourd'hui par les constructions qui émergent ça et là. Et ça indispose un certain nombre de gens. On est venu habiter à Conflans lorsqu'il y avait 36 000 habitants, parce que c'était une ville qui faisait bon vivre. Et ça avait été d'ailleurs dit et répété par les anciens, tels que Michel Rocard ou Jean Coluchon. Donc aujourd'hui, on bétonise. Et c'est quand même perdre du charme à la ville. Il y a des gens qui sont aujourd'hui en colère. Et je pense qu'il y a à l'horizon quelque chose qui est inquiétant, et pensons au terrain libéré par la famille Bérurier, qui reste des champs. Mais ça ne va pas rester, la famille Bérurier ne va pas éternellement vivre. Il y aura un problème forcément de succession un jour ou l'autre. Et je crains que la pression de la mairie se fasse sur ces terrains pour qu'on construise en hauteur des immeubles. Et il me semble que c'est une démarche que l'on peut faire aujourd'hui, alors que c'est une peur naissante, axer une prévention par une communication aux gens que nous allons rencontrer. Merci. Rapidement sur les 4 points, je vais essayer d'être télégraphique. Sur la coopération décentralisée, Michel, on soutient ton combat et on fera en sorte en tant que département qu'il y ait un niveau de subvention qui permette d'avoir 1 euro par habitant. Tout ce que pourra faire le département en termes de subvention pour combler ce trou-là, nous nous engageons à le faire en tant qu'élu. C'est pas grave, c'est moi, mais ça va s'arrêter de toute façon, c'est pas un souci. Sur le deuxième point, et en plus, je voulais dire, c'est tout à fait, le lien avec le développement des pays, c'est essentiel. Ce que je voulais dire avec l'audit de la coopération décentralisée, c'est pas que la coopération décentralisée n'est pas utile, elle est fondamentale. Nous sommes de gauche, et nous sommes une gauche qui aime le local, hein, les circuits courts, mais une gauche qui est profondément humaniste, donc internationaliste. Et donc le développement dans les autres pays, c'est aussi important, et l'aide que nous pouvons apporter, elle est importante, elle est déterminante, parce qu'elle évite une crise sociale mondiale dont on paye aussi ensuite les conséquences, et qui sont des drames humains qu'il faut éviter à tout prix. Donc ça, c'est la partie coopération décentralisée. Sur la partie point d'attaque, c'est vrai qu'à la fin, on a décliné les projets par ville. C'est un peu tard pour faire des tracts. on est déjà très très proche de l'élection. Mais on va essayer de faire des actualités sur les réseaux sociaux. On zoomera un peu plus sur des villes. J'essaierai. J'ai envie de faire une petite carte où on montrera nos projets. Si j'ai le temps. J'espère avoir le temps. Oui, bien entendu, aucun souci pour expliquer encore plus l'action qu'on veut faire sur les villes, parce qu'on a plusieurs projets qui se voient dans le programme. Il faudrait peut-être les surligner d'une certaine manière, mais voilà. Sur la partie municipale, en effet, mais je pense que Conflans n'est pas acquis à la droite, et le canton de Conflans n'est pas acquis à la droite. Hein. Andrézy n'est pas acquis à la droite, Morcourt n'est pas de droite, et Chanteloup n'est pas acquise non plus à la droite. La droite prospère dans l'effacement démocratique des personnes qui peuvent s'engager. Donc,
Ce que nous proposons aussi, c'est de remettre de l'intérêt dans la politique pour montrer que ça apporte vraiment quelque chose de bien dans la vie des gens, du mieux vivre, et c'est ça qui permettra, et de toutes les personnes, y compris les personnes défavorisées, y compris les personnes dans des situations difficiles, et c'est par cette passion de l'égalité, du service public, de la puissance publique qui est capable de redonner les moyens à tout le monde d'avoir les mêmes chances de s'émanciper, que nous pensons que nous pouvons, ça peut être une longue démarche, hein, ça sera peut-être pas forcément obtenu sur les toutes prochaines élections, mais nous pouvons ramener un projet de gauche dans ce canton qui puisse emporter les suffrages du plus grand nombre. Donc on est tout à fait d'accord avec ça. Et sur la partie du béton, c'est vrai qu'on n'a pas pu en parler, nous sommes pour une végétalisation maximum des villes. Donc ça ne va pas du tout avec des projets qui sont en incohérence totale avec l'architecture aux alentours, qui se font sans les services publics nécessaires en face, sans les écoles, sans les places de parking. C'est absurde. Tout ce qu'on fait quand on fait ça, c'est qu'on isole la population qui va vivre dans ces immeubles-là. Nous sommes de gauche, nous soutenons le logement social, nous soutenons la mixité sociale, mais une mixité sociale qui soit réelle, en fait. Une mixité sociale qui s'intègre à l'urbain, qui s'intègre au service public, qui s'intègre à l'architecture environnante. Donc, il est essentiel, en tant que personne de gauche, qu'on défende le fait que les villes remplissent le quota de logement social qui est fixé par la loi. C'est important. Mais il faut faire une urbanisation intelligente, une urbanisation exemplaire au niveau écologique et exemplaire au niveau de l'intégration de ces personnes en leur donnant les services qu'il faut en place. Les services qu'il faut en face, les places dans les crèches, les places dans les écoles, pas des écoles surchargées. Et voilà, oui, ça incite à avoir une action complémentaire de l'autre côté, où là, on n'est pas forcément avec tous les pouvoirs en tant que département, mais c'est notre boulot de faire des scandales, de faire des lettres, de faire des démarches de lobbying, de porter des choses sur la place publique pour qu'on puisse avoir une poste à un endroit, pour qu'on puisse avoir de nouveau un deuxième CPE au collège René Cassin de Chanteloup, pour qu'on puisse avoir une offre suffisante d'AVS en regardant auprès de l'éducation nationale dans les écoles. Tout ceci doit être complémentaire. Nous voulons, c'est une vision globale dans ce programme, et voilà. Et je vais couper mon portable parce que c'est absolument inacceptable. On va passer à la question de Jean. La question suivante. Oui, un des problèmes que subit aussi notre département, il y a l'emploi, on n'en a pas parlé, mais si on revient seulement 20-30 ans en arrière, Poissy, ça devait être dans les 20 000 salariés, 3 000 aujourd'hui, Flins, pareil, et beaucoup d'intérimaires. Ici, il y avait une boîte de 4 000 salariés, LTT, elle a disparu. Il y a eu LGT, CTC, FOI, Sextant, tout ça, ça a disparu. Norton, ils doivent être encore 300. Donc c'est un élément de bien vivre dans un département, l'emploi. Parce que sinon, les produits qui nous arrivent, comme chez Peugeot ou autres, ils arrivent, c'est peut-être ce qu'on veut faire avec le bateau et les containers, amener des marchandises qui viennent d'ailleurs pour les monter ici et les revendre ici. Donc je ferme le volet là-dessus. Il y a sur Chanteloup, j'habite Chanteloup aussi, alors il y a un problème sérieux de service public. Ils sont drôlement courageux quand même, parce qu'il y avait un centre de sécurité CPAM, hein. Ça doit faire 2 ans, ils ont mis fermeture pour travaux 6 mois. Il y a peu de chances que ça ouvre de nouveau. Ils n'ont même pas osé dire c'est ferme pour faire inquiéter la population et les aider à prendre d'autres habitudes. J'aimerais aussi qu'on parle, alors je vous arrête tout de suite, pas en termes répressifs. Il y a eu un commissariat à Chanteloup. Il a été attaqué à la voiture bélier. Après, il y a eu un pavillon qui a été monté, enfin qui a été aménagé. Ça y est, l'enseigne est enlevée, il n'y a plus de police. J'aimerais, moi, que dans les projets, il y ait une police de proximité, avec un rôle de dialogue, pas un rôle répressif, un rôle de dialogue pour engager la discussion avec les jeunes sur leur avenir, parce que c'est leur vie qu'ils détruisent. Le môme qui a 20 ans a été en tôle, c'est fini pour lui. Et la vie des gens qu'ils embêtent, c'est leurs voisins, c'est leurs parents, c'est l'environnement qu'ils embêtent.
Donc, je pense qu'il y a du travail à faire de ce côté-là. La route de Triel, 2 secondes. Cardo, c'était pas son problème. La municipale aujourd'hui a signé une motion de soutien à la motion, voilà, a signé la motion, mais bon, ça reste là. Peut-être que le jour où il y aura un décès, oui, il y a des mômes, hein. Les femmes en poussette, ceux qui passent regardent les traces de passage de piétons sur le bord des routes, on voit où ils passent. Alors la nuit, à partir de 5h30 quand il pleut, c'est même pas là, c'est dangereux. Enfin voilà. Les EHPAD, juste une petite parenthèse, on est le 71e département dans le rang des places d'EHPAD et accueil de personnes âgées. Ce qui sous-entend un manque, donc une augmentation des prix. Lorsqu'il y a rareté, les prix augmentent. Enfin tout ça, ça va de pair, quoi. Bon, j'en ai, voilà, je vais laisser la place aux autres. Et je voulais, l'emploi, je pense que si dans un département c'est un élément de sécurité, y compris, et d'avenir pour les jeunes. Et oui, pour compléter sur ça, sur l'emploi, on a tout un volet emploi dans notre programme. On veut soutenir l'emploi, les services d'aide à la personne. On veut soutenir des emplois verts, on en a parlé. C'est le rôle du département de faire un service d'insertion qui soit efficace aussi pour les chômeurs, à condition qu'il soit orienté vers des objectifs aussi voilà, de vraie réinsertion durable avec des emplois non délocalisables, des emplois qui permettent de faire de l'agroécologie, de la rénovation, du recyclage, des filières d'excellence qu'on peut développer ici pour la transition écologique. C'est un bon vivier d'emploi. Sur la police de proximité, dans notre programme, quand on parle de la sécurité, on se concentre sur ce que le département peut directement contrôler, c'est la prévention spécialisée. C'est pour ça qu'on met autant le paquet là-dessus. La police de proximité, on le sait, nous sommes de gauche, on sait que c'était une bonne idée, on sait que c'est quelque chose qui a été extrêmement bénéfique, et c'est extrêmement dommage d'avoir perdu, qui a été démantelé par Sarkozy. C'est l'État qui a la main sur la police de proximité. En revanche, le département ne doit pas délaisser la question de la sécurité. Et il y a notamment c'est des commissions un petit peu techniques, mais dans lesquelles, à des fréquences assez régulières, en fait, le conseil départemental se retrouve avec le préfet. Et c'est un comité de sécurité, j'ai plus exactement le terme, mais voilà, cette instance est extrêmement importante parce que ça permet de faire remonter les besoins concrets du département qui connaît mieux les gens, qui connaît mieux les situations sociales, les situations où ça risque de péter, justement, avec le préfet, donc, qui représente le régalien, le pouvoir de police, etc. Il est évident qu'en tant qu'élus de gauche, nous ferons tout pour promouvoir la police de proximité. Malheureusement, on ne peut pas s'engager à en créer une, là, maintenant, mais on est complètement aligné avec l'objectif et on fera en sorte que cet objectif soit, en tout cas, avançable par d'autres moyens sur lesquels nous avons le contrôle le plus possible à notre niveau. Est-ce que vous saviez, pour l'histoire, à Chanteloup, le club de prévention dont j'ai parlé tout à l'heure, l'association, a monté une auto-école associative. 2 moniteurs d'auto-école pour des jeunes de Chanteloup. On avait développé sur HR et un petit peu sur Conflans. Avec, à l'époque, c'était Jean-Paul Kerselet, qui était directeur du service éducatif du monde. Qu'est-ce qu'a fait le département? Je ne nommerai pas son président. Qu'est-ce qu'a fait le département? Il nous a sorti, il a sorti la prévention spécialisée, l'auto-école s'est éteinte. Il a confié une autre association, très rapidement, ça s'est éteint. Il y a une autre école associative, il paraît qu'il y a une autre école départementale ou une prime aux jeunes qui veulent passer le permis de conduire. Mais pour une équipe de prévention spécialisée à Chanteloup-les-Vignes, c'était très intéressant d'avoir une auto-école. C'était une alternative pour des jeunes, c'est-à-dire tu veux passer ton permis, ok, mais on va t'aider à trouver des petits boulots, etc., des choses. On avait monté des chantiers d'insertion. La contrepartie, c'était le financement du permis de conduire. C'était donc conduire avec son permis, c'est quand même mieux que conduire sans son permis. C'est plus sécure pour tout le monde et on parle de sécurité. Ça, c'était une mesure de sécurité. Tout ça, ça a été balayé par le département. C'est des petites choses comme ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la maison départementale, sur la prévention spécialisée, c'est des petites choses comme ça qu'ils ont éteint, écrasé, qui fait que maintenant, dans certains lieux, il y a vraiment de la sécurité. Parce que nos jeunes, je dis bien les miens, les nôtres, eh bien, ils n'ont plus d'interlocuteurs dans les quartiers. Ils ont des confrères qui ne sont pas
des professionnels de l'action sociale. Hein? Je pense que si ça, c'est un truc qu'il va falloir, si vous êtes élu, bien réfléchir sur ce que sont les grands frères. Et ça, je peux vous donner un peu d'informations là-dessus, que je connais aussi assez bien. Il faut des professionnels labellisés, indépendants, professionnels, salariés. Formés, bien sûr. Mais quand je dis les professionnels, c'est formés, pas des pseudos. Alors, vous voyez, l'exemple de l'auto-école, on a pu, quand ça fonctionnait, former quelques jeunes à conduire. Et quand on conduit, c'est le premier diplôme pour un certain nombre de jeunes. Le premier diplôme qu'ils ont, c'est le permis. Ils peuvent être livreurs demain. Et bien, il y a un certain nombre de jeunes de Chanteloup qui en ont bénéficié et qui travaillent aujourd'hui. On les voit, ils savent nous connaître. Et comprendre l'intérêt d'avoir son permis. Mais bien sûr, mais c'est un travail pédagogique. Mais vous voyez, c'est les petites choses comme ça que le département a dégradé, que le conseil départemental a dégradé au fur et à mesure des années. Je peux vous en donner d'autres si vous voulez. Mais bon, celui-là, ça vous suffit. Bon. Vas-y, encore une question. C'est pas une question, c'est plus une appréciation, un élément qui me tient à cœur. Donc, je m'appelle Jean-Luc Cuvette, je suis militant, je dirais pas historique, du Parti communiste. J'ai une certaine expérience des stratégies d'union à différentes élections sur la ville et sur le canton ou aux législatives. Moni, on sera d'accord. Une question, moi, qui me turlupine, je ne vais pas revenir sur tout. Déjà, je me réjouis, là, qu'on ait monté ce quatuor, en tenant compte que, pour moi, l'écologie et le social sont indissociables. J'ai lu la vidéo, tout ça, je sais que Alexandre argumente très bien là-dessus. Moi, je reviens toujours, excusez-moi, mais Marx disait que le capitalisme, dans sa recherche éhontée de profit à tout prix, épuise l'homme par l'exploitation et épuise la nature. Donc moi je crois que si on oublie un des volets, donc je me réjouis de cette conception. Deuxième chose, moi ce qui m'inquiète c'est le plus, c'est l'abstention et les votes perdus. L'abstention, vous avez vu les partiels, c'est 20% de votants. Alors, sur les votes perdus, niveau national, tout ça, cette grande mascarade pour faire croire que la REM et la droite seraient des partis différents avec des objectifs différents, bon, ça c'est le vote perdu. La REM, ça y est. Et moi, au niveau local, c'est ça, Brosse, il est macro-compatible. C'est le seul élu des Yvelines qui, à la primaire des présidentielles, a soutenu le maire. On est d'accord. Donc, ils se partagent les rôles. Arenou, elle garde l'aspect droite sociale, l'héritage de Carnot, ville populaire, et les deux, c'est les deux roues de la charrette pour ratisser large leur électorat de droite. Mais il n'y a aucune différence sur leur choix stratégique. Et une chose, moi, sur laquelle je suis plus branché, Brosse fait le choix de changer la population de Conflans. Les bâtiments, c'est un choix délibéré, il ne s'en cache pas. Je lisais là pour la nouvelle, vous regarderez sur les Yvelines, il y a eu un état des lieux des villes où il y a le plus de gens qui payent le plus d'impôts en proportion de nombre. C'est pas qu'ils payent beaucoup d'impôts, c'est où il y a plus de gens très imposables. On retrouve au même niveau que le 16e arrondissement, on retrouve Fourqueux. En tête, c'est Saint-Maur-la-Bretèche, j'en oublie autour de Saint-Germain, c'est nos voisins. Donc, un département très riche et une volonté de certains élus, dont Bélier, de continuer cette transformation de l'Ouest parisien. Je reviens sur la fusion Hauts-de-Seine-Yvelines, qui est un peu mise de côté, mais là, c'est de faire de l'Ouest parisien une nouvelle zone pour les riches, de faire de Conflans un Neuilly-sur-Seine-et-Oise. Donc moi je crois qu'on aura à cœur pour réveiller l'électorat populaire, en tenant compte du passé de gauche ici, à peut-être un peu pousser sur ces aspects-là. Je vois le slogan de la droite, j'ai vu l'affiche, ils disent un département qui défend, c'est bien ça ? Qui protège. Ben moi je rajoute
je vais prendre mon graffiti, un gouvernement qui protège les riches. Donc je pense que nous, on a intérêt à réveiller notre électorat qui se réfugie dans l'abstention, et nous, on peut redonner de l'espoir en tenant compte que moi, je pense que les valeurs de gauche sur notre canton, elles sont encore réelles. Et notre réponse à ce slogan, c'est justement que ce canton, c'est le vôtre, et c'est celui de chaque personne. Nous avons tous le contrôle de notre destin. Si nous en avons marre de cette gestion qui n'est pas favorable aux intérêts des Yvelinois et des Yvelinois défavorisés, nous avons le pouvoir de voter, nous avons le pouvoir de changer les choses, parce que si on ne le fait pas, c'est d'autres personnes qui décident pour nous. C'est pour ça qu'on dit que ce canton, c'est le vôtre. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de questions qu'on pourrait dire, d'informations aussi dans le sens, ce qui a été dit, mais peut-être pas en rajouter. Moi, je suis très content de ce programme, parce que j'y retrouve des axes qui me sont chers, la proximité, donc qui est développée au niveau de toutes les propositions. Il y a aussi la sécurité, peut-être le sentiment de sécurité, qui est aussi, de par les propositions de ce programme, trouve une réponse. Parce que pour lutter contre Le Pen, Marine Le Pen, il faut parler du problème de sécurité et d'insécurité. Il faut vraiment en parler et donner des réponses. Donc il y a des réponses dans ce programme, et je souhaiterais, peut-être dans la communication que l'on fait, qu'on prenne, c'est une proposition, c'est toujours la même chose, qu'en fin de compte, on adopte ces deux axes-là. La proximité, alors c'est difficile la proximité, mais je vais peut-être en emballer, parce que le Conseil général, c'est pas très connu, départemental, c'est pas très connu. La meilleure preuve, c'est que j'ai ma langue à fourcher. Hein. Donc les gens sont un peu paumés avec l'instance GPSO hein, et le Conseil départemental. Et là, il y a un gros problème de communication. Et puis, le département a toujours été très loin des habitants, extrêmement loin des habitants. Si vous avez un handicap, un problème de handicap, il faut aller où? Confort, hein, ça a été dit, donc on ne va pas répéter. Donc, apporter des réponses à l'absence de proximité. Tu as commencé, quand tu as commencé ta présentation, tu as parlé de la proximité. Et c'est paradoxal parce que Seine-et-Oise a été réduit aux Yvelines. Donc on aurait pu imaginer qu'on soit plus près des habitants. Hein. Mais en fait, c'est le contraire qui s'est passé. Et c'est des instances départementales qui sont éloignées progressivement. Et donc, ce qu'ont besoin, les gens, c'est de la proximité. Ils l'oublient. Ils ne savent pas ce que font le département. Ils ne savent pas. Puis, on ne les voit pas. Donc, quelque part, puis, il y a des aides qui sont accordées ou pas accordées. Donc, les gens ne savent pas ce que c'est le département. Alors là, il y a un problème de communication. Et donc, toute proposition qui va dans la meilleure proximité ne peut que amener les gens à voter pour nous. Voilà ce que je veux dire. Une question. Une question encore. Je suis très naïf. À quoi servent encore les conseils municipaux? Les conseils municipaux? Eh bien, à toutes les compétences de la commune. Ils servent encore? Leurs compétences ont petit à petit été déléguées, par exemple, à l'échelon intercommunal. Donc GPSO est une structure qui n'a pas de sens, qui n'a pas de cohérence territoriale, de cohérence sociale. Conflans, Chanteloup, Morcourt, Andrézy n'ont rien à voir avec Mantes. Ces villes méritent des intercommunalités qui servent mieux leurs intérêts, donc qui connaissent plus leur réalité. On voit qu'en plus c'est un mastodonte qui a un problème financier, donc il ne peut pas faire les investissements vitaux, notamment de voirie dont on parlait. Où sont les sous? Qui peut mettre des sous quand il y a un problème? C'est le département. Les sous sont au département. Donc il faut qu'on soit en capacité d'intervenir dans des projets
de voirie, d'aménagement, là où l'intercommunalité GPSO ne peut pas. C'est malheureux, c'est comme ça, mais il faut utiliser les deniers publics là où il faut, et nous, vraiment ce que nous souhaitons faire avec le département, c'est d'œuvrer dans l'intérêt des habitants, parce qu'il y a une faillite de la part de l'intercommunalité qui pourtant a pris beaucoup de compétences aux communes et qui insatisfait énormément ses habitants. On l'a encore vu sur la collecte de déchets récemment, c'est-à-dire la pression fiscale est toujours la même, mais le service public diminue, et puis on assume ça en incriminant les gens parce que de toute façon ils jettent trop, ils trient pas assez, alors qu'en fait on prend une décision qui les amène à jeter encore plus dans la poubelle qui n'est pas la poubelle de tri. Bon bref, il faut arrêter. C'est vraiment aussi l'enjeu de cette élection, c'est de reprendre le pouvoir sur ce qu'on nous impose d'en haut et qu'on finit par internaliser à force. De se dire, ah ouais, c'est peut-être ma faute, il faut peut-être que je me fasse de plus en plus petit dans mon mode de vie, dans ce que je demande, etc. pour que... c'est plus réaliste d'attendre ça d'un service public. C'est plus réaliste d'attendre des transports gratuits. C'est plus réaliste d'attendre un service d'enlèvement des ordures qui permette réellement de faire face à la quantité de déchets et de recyclables produits par un foyer. Non, je ne peux plus, ils le disent tellement, ça doit être vrai. Non, c'est pas vrai, il faut partir aussi des besoins de la population, ce sont des choix politiques, ce sont des choix, partir du besoin des habitants, c'est fondamental. C'est ce que nous souhaitons un peu faire, et c'est comme aussi sur ces projets de voirie départementale. Je ne souhaite pas qu'on nous impose depuis le haut une logique économique en disant « mais c'est important pour le Grand Paris, c'est important pour le développement, c'est important pour l'emploi ». Sans les preuves, sans les chiffres en face, rien de tangible. Partons des besoins des habitants, faisons de l'emploi, faisons de l'activité économique, faisons-en, mais ici, local, pour les emplois locaux et en respect avec notre nature, notre environnement, l'ensemble du vivant local. Merci beaucoup pour votre activité. Et puis voilà, on va peut-être bientôt couper aussi le live Facebook. Donc on voulait vous remercier énormément, Mouni et moi, et aussi Pascal et Victor qui n'ont pas pu se joindre à nous. On est à votre dispo pour répondre à toutes les questions que vous avez sur le programme, sur notre démarche, pour les procurations également. Et puis un très très grand merci. N'oubliez pas que ce canton c'est le vôtre. Écologie, sociale, solidarité. Votez pour la liste, pour les cantonales. On peut le mener à l'alternance. Si on le fait, si on y croit, on va le faire. Merci.